Les 8 signataires de la déclaration adressée aux populations du Sud dénoncent dans la même veine les fraudes électorales massives orchestrées par les quelques élites nommées par le natif de Vomika et appellent leurs frères à l'irresponsabilité ou à l'action en octobre prochain. Docteur David Eboutou, votre première lecture de cette déclaration. Écoutez, quand j'ai reçu ce document hier de la part de mon aîné, le professeur Jean-Calvin Abar au Yono, dont tout le monde connaît l'engagement au plan public, je l'ai lu et relu attentivement. J'ai regardé les noms des signataires. J'ai eu deux sentiments ou alors deux lectures globales. La première concerne le fond et la seconde c'est la forme. En ce qui concerne le fond, je n'ai pratiquement rien à dire parce que c'est le chapelet de l'incurie généralisée qui concerne le Sud Cameroun, ma région d'origine, dont je suis 100% ressortissant. Et en cela, il est difficile de jeter un regard critique et de mauvaise foi sur ce document qui a été émis hier par quelques signataires. Et parce que tout le chapelet de problématiques que vous avez soulevé tantôt, oui, madame, je confirme que le Sud est une région totalement abandonnée, une région où il n'y a pas de route, ou une région où la misère et le chômage frappent terriblement la jeunesse de ce côté. Mais ce qui fait encore davantage mal, c'est que le Sud a eu ces 30-20 dernières années une élite comprador jouisseuse qui s'est érigée en véritable mur de glace entre le président de la République, ressortissant du Sud, et justement sa jeunesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des plaidoyers à l'attention du président de la République, natif du Sud, il y a eu cette petite élite-là, cette petite caste-là, qui a tout eu du président de la République. Et là, j'ai une pensée pour quelqu'un qui est parti très tôt, Charles Atebe, les paradoxes du pays organisateur, où effectivement, il est difficile de balayer d'un revers de la main tout ce que le président de la République a donné en termes de décret, en termes de puissance décrétoire à la région du Sud, en ce qui concerne la promotion d'un certain nombre de ses fils à des fonctions privilégiées. Le Sud, pendant longtemps, a caracolé en tête des ressortissants ayant le plus grand nombre de postes ministériels, de direction générale, et qui ont occupé parfois des postes de décision très importants. Mais la question c'est, est-ce que cela s'est ressenti, cela a été implémenté, opérationnalisé sur le terrain? Mais là, la réponse est sentencieuse, que non. On a bien eu l'impression que le président, malgré toutes les informations qui lui sont remontées, à savoir que tout ce qu'il a voulu faire pour le Sud, à travers certains de ses fils, ne s'est pas fait, est resté de marbre, n'a pas réagi, et pire, a continué à maintenir ces gens-là à de très hautes fonctions. La preuve, regardez celui qui est le patron politique du Sud aujourd'hui, dans la région du chef de l'État, c'est quelqu'un qui est dénoncé systématiquement par toute la jeunesse, mais qui est là, qui terrorise la jeunesse à tel point où le mot est haïssable. Je ne veux pas vous parler ce que ce monsieur, moi, me fait subir au quotidien dans cette région-là. Donc, pour vous dire que effectivement, on a aujourd'hui une caste d'individus qui fait partie de ce qu'on appelle l'élite politique et administrative du Sud, qui confisque tous les privilèges et qui fait croire au président qu'en réalité, le Sud continue de lui appartenir, que le Sud applaudit tous ses gestes, que le Sud, en réalité, reste son sol granitique, ce qui est en total déphasage avec les réalités quand vous y êtes. Parce que moi, je vais au Sud toutes les 2 semaines et je peux vous assurer, chère madame, que quand vous êtes à Ebolova, à Sangbelima, à Kribi, à Komde, je vous assure, c'est la misère galopante. C'est des distances que vous parcourez dans un état de route chaotique. Moi, je suis à 60 km d'Ebolova. 60 km d'Ebolova, le petit village s'appelle Messambe, où je suis d'ailleurs grand notable. Je vous assure que pour partir de l'Anvila, donc du chef-lieu de la région du Sud, d'Ebolova, pour rejoindre l'Anvila, vous parcourez pratiquement 8 heures de temps sur une distance de 60 km. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Et vous trouvez quand même là qu'il y a un ministre d'État qui tourne à la tête d'un ministère depuis plus de 20 ans. Vous trouvez qu'il y a des secrétaires généraux, des ministères. Vous trouvez qu'il y a des directeurs généraux. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font? Et pourtant, au quotidien, dès qu'il y a un événement politique, qu'est-ce que vous voyez? Tous se rabattent au Sud, convoquent des vieilles mamans, là, distribuent un peu de sardines, là, distribuent un peu de pain, là, distribuent un peu de pain tissu.
et font des motions de soutien et on vous emballe, vous vous retrouvez dans des listes avec des noms imaginaires et la suite effectivement qui est dénoncée dans ce document, à savoir la fraude, c'est une réalité où les chefs traditionnels sont embarqués dans des chantiers qu'ils ignorent totalement. Donc là c'est la première lecture que j'ai eue dans le fond, mais sur la forme, et c'est là où j'ai émis beaucoup de doutes. Le professeur Abba Oyono, il sait toute la sympathie que j'ai pour lui. Et je le lui ai dit hier dans la discussion que nous avons eue ensemble. Mon seul problème, c'est que ce document semble être teinté, semble être monocoloré. C'est-à-dire qu'on y voit davantage des militants convaincus d'un parti politique, qui est le MRC en l'occurrence. Moi, en ce qui me concerne, outre le fait que je sois sympathisant, et que j'ai été un grand sympathisant de la personnalité du professeur Maurice Kamto, grand universitaire, brillant intellectuel, depuis plusieurs années, j'ai pris clairement mes distances avec ce parti politique-là qui n'a pas voulu faire sa mèche au travers des contradictions idéologiques, des contradictions politiques qui se sont manifestées de la façon la plus brutale. Et chaque fois qu'il y a eu un débat politique public, nous avons reçu plutôt des objections, nous avons reçu des fatwas, nous avons reçu des attaques ad personam qui nous ont blessés dans notre chair profonde au lieu d'aller dans le champ d'un débat contradictoire au point où je suis de ceux qui disent et assument le fait que aujourd'hui ce parti politique-là fait plutôt peur. Et je me suis livré, pour ceux qui me lisent au quotidien, à multiplier des biais qui démontrent qu'au travers d'un certain nombre de positionnements idéologiques et politiques de ce parti politique-là, la question foncière, la question démocratique en elle-même, la question du suprémacisme communautaire, toutes ces problématiques-là font que moi, j'ai pris totalement mon recul avec ce parti. Et donc, le fait de voir des signataires qui sont davantage monocolorés aux couleurs de ce parti politique-là m'a amené à prendre des distances claires. Mais dans le fond, écoutez, chère madame, par honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître que c'est le chapelet de problématiques, effectivement, qui relève de notre région qui connaît une incurie générale. Docteur David Eboutou, est-ce que vous avez l'impression qu'il soit monocoloré ou pas ce discours? Est-ce que vous avez l'impression que les populations du Sud vont écouter? Parce que c'est un son de cloche qui résonne depuis 43 ans aujourd'hui, mais le score aux élections ne nous dit pas que les populations du Sud ne sont pas contentes du président et des élites. Non, pas du tout. La vérité, c'est que ce genre d'initiative, il y en a souvent eu, des initiatives portées par des brillants intellectuels, Abel Iminga à l'époque, et non, mais messieurs, nous-mêmes à l'époque, on a souvent porté ce genre d'initiative. Mais je crains que ce genre d'initiative ne croise un mur de glace pour la simple raison, bon, d'ailleurs, pour le cas échéant, la correspondance qui nous concerne ce matin, les personnalités signataires ne sont pas assez représentatives. Ne sont pas assez représentatives, on ne les voit pas sur le terrain. Au Sud, je vous ai dit que j'y vais toutes les 2 semaines. C'est moi qui annonçais en primeur il y a encore 2 semaines, alors que j'assistais à la mise en bière d'un oncle, d'un patriarche du côté du Sud, qui est décédé il y a 2 mois, alors que je prenais part à sa mise en bière à l'hôpital régional des Boulevards. Un morgue est venu me signaler qu'on était en train de mettre le régional MRC du Sud à la morgue. Et surpris, j'ai dû annoncer ça sur ma page Facebook pour m'étonner de ce que quelqu'un qu'on avait vu quelques semaines plus tôt avait trouvé la mort de la façon la plus bizarre. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, des initiatives comme ça, il faut peut-être parler, mais quel impact, quelle efficacité sur le terrain? Parce que, croyez-moi, depuis hier, les sudistes eux-mêmes ne sont même pas au courant qu'il y a une telle correspondance qui circule, qu'il y a un tel grelet, qu'il y a un tel, créneau de chapelet qu'on égrène sur leur problématique qui les concerne directement. Parce que, justement, non seulement ces personnalités signataires ne sont pas assez crédibles, en fait, ne sont pas assez visibles sur le terrain, ne sont pas assez visibles au quotidien. Beaucoup peinent même à connaître qui est tel, tous ces noms que vous avez vus. Donc, c'est ça d'abord le premier problème. Et puis, il n'y a pas eu une initiative concertée qui a abouti à la rédaction de ce document. C'est-à-dire que quand le professeur Abba Oyono me l'a envoyé, je suis le premier à être surpris. Combien d'intellectuels du Sud, combien de personnalités, de figures publiques reconnues dans l'engagement au Sud ont été consultés. Je n'en sais trop rien. Et donc, on a découvert comme ça. Et moi, par solidarité en termes d'engagement pour élever ma région, voilà, je l'ai juste relayé aussi. Mais dans le fond, il n'y a pas eu un travail assez sérieux, crédible, qui peut me permettre d'affirmer ce matin que voilà, le Sud pourrait s'appuyer sur ce document-là pour en faire un prétexte
de manière à opposer une quelconque forme de résistance dans les jours à venir. Mais vous qui allez au sud justement toutes les 2 semaines, comme vous venez de nous le déclarer, est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous discutez avec les populations du sud que vous rencontrez tout le temps, qu'elles ont encore besoin qu'il y ait des élites qui viennent leur dire de ne pas être contentes en octobre prochain lorsqu'il faudra voter? Est-ce que vous pensez que le sentiment dans le sud profond est en phase avec le chef de l'État après 43 ans? Écoutez, au sud aujourd'hui, il y a davantage un sentiment de frustration, n'est-ce pas? Et puis un sentiment de crainte, je dirais même de peur. C'est-à-dire que le sentiment que vous avez quand vous êtes aujourd'hui au sud, c'est de voir un peuple qui se demande, ou alors une région qui se demande à quel sein elle va être vouée après le départ du chef de l'État. C'est-à-dire que pendant longtemps, on leur a vendu un discours de cet arbre qui cache la forêt en leur disant le chef de l'État sera toujours là pour vous protéger, le chef de l'État pense à vous, et ainsi de suite, donnez-lui un peu de temps. Et on leur a tenu des discours totalement teintés d'hypocrisie, de mensonges, qui a permis à ces partis politiques, le RDPC, de gagner du temps. Maintenant qu'il y a une certaine réalité qui devient implacable, à savoir que le chef de l'État ne joue plus de la même vitalité que lors des années d'antan, il y a une réalité qui commence à revenir au visage des sudistes, qui s'interrogent. Qu'est-ce qui va se passer après? Surtout, quand on écoute un certain type de discours sur les réseaux sociaux ici et là par des acteurs publics souvent importants, qui rappellent que vraiment après le président Biya, il n'y aura plus un fils du Sud qui sera là, le Sud a fait trop de mal. Donc ce discours qui tend à généraliser l'incurie qui frappe le pays aujourd'hui et à mettre cette incurie-là sur la tête d'un homme. Et c'est pour cela que j'aime souvent à rappeler que s'il faut porter un regard critique sur la gouvernance de M. Biya, le président de la République, il faut bien rappeler que M. Biya a gouverné avec une caste multi-ethnique. C'est-à-dire que vous retrouvez là un peu de tout. C'est cette caste oligarchique-là qui est au pouvoir et qui s'est accaparée de tout. Ce n'est pas une région. La preuve, je suis bout du Sud, mais vous savez mon engagement dans l'espace public et vous savez toutes les frustrations que ces gens m'ont fait subir. Et nous sommes comme ça des milliers et des milliers de jeunes qui, aujourd'hui, nous nous interrogeons sur un avenir qui semble venir en vitesse, mais qui n'est pas totalement pris en compte par, justement, cette jeunesse-là qui s'interroge et qui continue, bizarrement, à aller suivre les vendeurs d'illusions, c'est-à-dire les responsables politiques qui viennent au Sud, leur dire que, voilà, le président a toujours la même vitalité d'antan, il va faire un certain nombre de choses, alors que nous parlons là d'un homme bien qu'on ait voulu le présenter comme un homme providentiel, mais on parle quand même d'un patriarche qui a 93 ans, madame. Et le dire, ce n'est pas faire offense ou faire outrage à une personnalité de son rang, mais c'est de rappeler quand même que nous restons des humains. Et à cet âge, il me semble qu'on a beaucoup plus besoin de se reposer, de faire un peu de sport, de soupirer, et puis de ne pas trop se consacrer aux questions intellectuelles et autres qui peuvent vous épuiser davantage. Et donc, nous qui pensons avoir un regard lucide, disons donc qu'il est temps aujourd'hui qu'il y ait une espèce d'état généraux des fils et des filles du Sud pour s'asseoir et définir une nouvelle orientation pour que le Sud, voilà, se relève et ne soit plus cette région que tout le monde a tapé de région à plat ventriste qui a soutenu inlassablement le chef de l'État malgré les orientations qui nous ont conduit dans quelques dédales que ce soit. Donc, la réalité, c'est celle-là. C'est on ne peut pas dire, oui. David Eboutou, comme le Sud, il y a eu le Grand Nord et longtemps avant, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Comment interprétez-vous ces révoltes? Ne sommes-nous pas tout simplement à l'ère des comptes? Alors, il faut savoir, si j'ai bien compris votre question, il faut savoir que nous sommes dans une démocratie en construction. Et malheureusement, il y a des réalités qui impliquent que chaque fois qu'on pose une lecture sur ce type de démocratie, on intègre ces facteurs-là. Vous savez qu'en termes quand on parle d'un attachement, d'un vote, des questions comme ça, on parlera toujours d'un attachement communautaire, d'un vote affectif. C'est-à-dire que vous trouverez une vieille maman de chez moi, une grand-mère, qui n'a jamais entendu parler de Cabral Libye, de tel autre poussant de Serge Espoir Matomba, mais qui vous dira qu'elle connaît la figure tutélaire de Paul Biya, qui est le président. Et donc, le jour qu'il viendrait que voilà, elle doit voter ou que son époux doit voter, que la famille doit voter, alors on vote par affection, par communautarisme, parce qu'on lui a dit, le monsieur d'ici, il parle votre langue, il comprend vos problèmes et tout ça. Donc, il y a tout ça. Donc, quand vous faites le parallèle avec le Grand Nord, il y a également cette question là-bas où, effectivement, on voit que pendant longtemps, il y a eu un débat qui a circulé, c'est-à-dire et qui est ressuscité aujourd'hui par des gens comme Dibaï Gatama, qui rappellent que
voilà, le Grand Nord a soutenu le président pendant longtemps et qu'il est temps de leur faire la passe. Voyez-vous, c'est les lectures communautaristes qui puisent leur ancrage dans une certaine réalité. Une réalité qui veut que on se sent plus en sécurité quand le pouvoir relève de votre communauté, quand le pouvoir relève d'une proximité qui peut être sociologique, anthropologique, économique, etc. Et malheureusement, il se passe que certaines élites ont donc surfé sur ces logiques-là pour asseoir leur pouvoir. C'est-à-dire que quand vous regardez la caste qui, ressortissant du Sud qui a accompagné le président de la République durant tout son magistère, c'est des gens qui sont bougrement riches, qui se sont bougrement embourgeoisés. Allez voir dans quel luxe insolent ils vivent dans des villes comme Ebolova, le Djaïl, Assambali, un peu de partout. Mais regardez à côté le niveau de précarité générale des populations qui sont autour d'elles, de ces gens-là. Donc, c'est tout vous dire. Et là, nous croyons que le président, qu'il le veuille ou pas, va malheureusement assumer cet héritage, à savoir qu'il a privilégié une petite caste à qui il a tout donné, et ses services de cette caste-là, en tenant uniquement en compte les rapports que cette caste-là lui envoyait pour continuer à gouverner. Et malheureusement, la réalité aujourd'hui est implacable et veut qu'après son départ, on retiendra, qu'on le veuille ou pas, que le Sud n'a pas vraiment profité de son passage à la tête de l'État. C'est la réalité. Tout le monde peut se rendre à l'évidence que le Sud, c'est un véritable paradoxe. Ceux qui ne connaissent pas le Sud font des lectures imagées, en rappelant que le Sud a tout eu, ceux qui ont le pouvoir, ils sont à tout les postes de responsabilité. Non, mais c'est une petite caste d'individus qui ne fait même pas 0,001%. C'est une petite caste. On peut les compter au bout des doigts, et ce sont les mêmes qui sont là avec le président depuis 30, 40 ans. Hein? Je vous ai cité quelques figures tout à l'heure. Celui qui est à la tête du ministère de l'enseignement supérieur, c'est plus de 20 ans. Mais regardez, à part le fait qu'il veuille devenir aujourd'hui roi de l'Anvila, parce que, étant passé encore récemment en chef supérieur de 2e degré, hein, ayant transformé son village qui est devenu presque un grand site touristique. Mais allez interroger son bilan, hein, à la tête du Sud, rien du tout. Rien, c'est regrettable. Voilà donc la qualité d'élite qui cela interroge même sur le type de choix que le président a été appelé à faire en choisissant ceux qui effectivement devraient être les relais entre fils du Sud et lui. Parce que quand vous avez constamment des griefs sur de tels individus et qui ont passé le temps justement à maintenir le Sud dans la précarité, qu'est-ce que vous voulez continuer comme conclusion? Donc, nous allons continuer à faire notre travail. Aujourd'hui, on essaie d'attirer l'attention pour voir où il y a un débat. Et lequel débat veut que, voilà, on ne sait pas encore. Est-ce que le président sera candidat? Ne le sera-t-il pas? Nous allons tirer des conséquences pour voir, est-ce que ce sera son dernier mandat? Est-ce qu'il veut l'entamer pour passer la main au cours du mandat? Est-ce qu'il veut adouber quelqu'un au sein de son parti? Veut-il tendre la main? Bref, c'est un débat qui a cours aujourd'hui dans les espaces culturels du Sud et traditionnels. Et on est en train de scruter. On va voir. Et puis, fort de la position qu'il prendra, nous également allons nous positionner pour le bien, non seulement du Sud, mais également du Cameroun. Merci, Dr David Eboutou, pour cette lecture de la déclaration des 8 élites du Sud, de la suite de Sacré Matin.